est-ce qu'à ton avis, le congrès de Tripoli est la fin de la volonté populaire? Non. C'est la fin de la structure qui a été mise en place pour gérer, diriger, encadrer et contrôler la révolution. C'est la fin pourquoi? Parce que les gens sont arrivés dans la salle du congrès armés. C'est Abbas, sa fameuse phrase qui lance du haut des trucs, des revolvers au vestiaire. Parce que les gens étaient venus armés. Lorsque tu parles des gens, c'est qui ces gens-là qui sont venus au congrès armés? Écoute, Abbas n'a pas précisé. Par contre, j'ai fait un travail qui a été publié il y a quelques années de ça, je crois en 98, dans une revue publiée qui s'appelle Repère, publiée par les éditions Marimour. Oui. J'ai fait un travail avec le commandant Sibou Jama, qui était commandant de la zone 4 de la Wilaya 2, et Ami Salah, Salah Bougmedi. Et ce travail a été publié dans cette revue et j'ai longuement discuté avec Ami Salah. Je n'ai fait que retranscrire ce qu'il m'a dit, je lui ai demandé ce dans l'explication. Il dit que personne ne voulait rentrer dans la salle sans s'en aller. C'est dire la confiance qui régnait entre les gens. Pourquoi? Parce que c'était la première fois où des gens de l'extérieur recevaient les gens de l'intérieur. Mais ça a assisté. Il a dit qu'on était dans un problème vraiment de rupture dramatique parce que nous étions partis au congrès de Tripoli pour dire aux politiques, il y en a marre, vous avez encerclé la révolution, vous avez travaillé presque en complément de la stratégie française d'isolement du pays, de fermeture du pays, et vous venez aujourd'hui vous préparer pour prendre le pouvoir. C'est un message. Ça, on ne l'a pas raconté, il me l'a dit. Et tu l'as écrit? Et je l'ai écrit, la revue existe. J'espère qu'elle n'a pas été... elle a été épuisée, mais je pense que quelques numéros doivent être encore disponibles. Je l'ai écrit. Et donc, il disait que... Il a eu des mots d'ailleurs pas très gentils pour un certain nombre de gens, que je respecte par ailleurs, mais je ne sais pas la peine de remuer le couteau dans la plaie. Et il dit, il y avait des gens qui ne menaient pas large. Ne menaient pas large parce que nous, les colonels de l'intérieur, nous ne reconnaissons personne. Nous, l'affaire de ce qui s'est passé dans les frontières, nous avons pendant longtemps considéré que nous avons fait l'objet d'un étouffement combiné par l'armée française et l'état-major général des armées. C'est-à-dire les gens de l'extérieur. L'armée de l'extérieur, qui était cantonnée à l'extérieur. Il n'a pas parlé du Malk. Peut-être, si j'ose une interprétation. Peut-être parce qu'en 1998, Messal a travaillé dans un groupe à l'époque, le Conseil de protection de le CCDR, c'est ça? Oui. Il était mis à l'époque et dans lequel il y avait un certain nombre de malgaches, comme on les appelle, respectables par ailleurs. Moi, je n'ai rien contre le malgache. Pas le malgache sombre, comme l'appelle Saïd Sali. Et dans le malgache, il y avait des gens qui étaient de très grande valeur, c'est indiscutable. Non, toi tu parles de ces individualités en tant qu'individualité, oui. Mais en tant que système. En tant qu'institution, je pense. Non, en tant que ministère, parce que le MALC, c'est quoi? C'est le ministère de l'armement et des liaisons extérieures. C'est le ministère de l'armement et de. Exactement. Voilà, mais. Et jamais Ami Salah n'a dit un mot déplacé contre Boussouf. Jamais. Il n'avait pas beaucoup de sympathie pour Boumediene. Parce que. Oui, moi aussi, je l'avais mis aux arrêts. Effectivement. L'avait mis aux arrêts dès 1962. Donc, parce qu'Ami Salah avait pris position, tant que Wilaya 2, il a appuyé la Wilaya 3, il a appuyé le GPRA, il était légaliste. C'est un colonel qui était légaliste. Il dit, pourquoi vous voulez faire un congrès de Tripoli? Il y a un GPRA, il gère l'indépendance, il va jusqu'à l'indépendance, et l'indépendance, on fait des élections.
C'est la bonne, vraiment la bonne logique du militant de base conscient des enjeux. Alors, du coup, ils disent qu'on a compris ce qu'il y avait véritablement des luttes en survie ou de couloirs entre des gens dont on sentait précisément les influences orientales, et en particulier la main plus ou moins égyptienne. C'est là pour mettre la main sur la révolution et donc sur l'indépendance et sur le pouvoir. Absolument. Et dans ce contexte-là, mettre la main, ça n'avait rien à voir avec un projet de société, ni avec une idéologie quelconque, c'était seulement la logique de la force et de la violence, c'est-à-dire une logique militariste d'un certain nombre de gens qui faisaient justement partie aussi bien de ces groupes du MALG que de l'armée des frontières, etc. Là, est-ce qu'on peut faire une lecture de la relation entre l'armée, les services de renseignement, donc le MALG, et les processus de développement ou de régression de la guerre de libération nationale? Est-ce qu'il y a une possibilité d'interpréter tout ça? Moi, je pense que les colonels qui étaient à l'intérieur, en 62, à l'époque, il y en avait deux. À l'époque, quand on a fait ce travail avec Al Salah, il y en avait deux. Il y avait Youssef Khateb, oui, la Wilaya 4, et Al Salah, la Wilaya 2. Il s'est posé un problème pour nous dès qu'il s'est agi de travailler avec le colonel qui dirigeait la Wilaya 1. Tout de suite, il y a eu un conflit qui est significatif. Parce lequel que en 1998, il y avait deux colonels. Mm-hmm. Il y avait un colonel qui était en exercice en 62, qui s'appelle Mohamed Saleh Yahya. Oui. Qui était en poste. Chose qui lui était contestée par Tahar Zberi. D'accord. Parce que quand Al Salah a fait les démarches, quand Nourdine Ben Farhat, qui est le patron des éditions Marino, a fait les démarches, il s'est trouvé devant ce dilemme. Si je fais appel à Mohamed Saleh Yahyaoui, je me fais taper sur les doigts par Tahar Zberi, qui considère la Wilaya 1 comme sa chose privée. D'accord. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Nous n'avons pu faire le travail ni avec l'un, ni avec l'autre. C'est-à-dire ni avec Yahyaoui, ni avec Tahar Zberi. Bien sûr. Moi, j'avais suggéré à l'époque à, comment il s'appelle, à Nourdine, Moutlou, et si on allait faire le travail avec Si Abidi, Le Hajj Akhdar et le colonel Mrada, c'est Mustafa Ben Noui qui était celui qui a remplacé le Hajj Akhdar lorsqu'il est parti à Tunis. Bien sûr. Et ils étaient de l'intérieur, ils étaient des Baroudins. Le principe, il m'a dit, le principe c'est que nous avons choisi de travailler avec les colonels qui, en 1962, étaient effectivement en exercice de commandement dans la wilaya. Les seuls colonels qui existaient à l'époque, c'était ceux-là. La wilaya 2, c'est survivant. Qui était survivant. Les survivants, c'est la wilaya 2, c'est. La wilaya 1, c'est. Yahyaoui. La wilaya 2, Al Salah. D'accord. Et la wilaya 4, c'est Youssef Khateb. Le colonel de la wilaya 3 était mort, c'était Mohamed El Haj, je crois, qui était au moment de la 62. Le colonel de la wilaya 5, c'était qui? C'était Boussov? Non, c'était pas Boussov. Moi, je ne me rappelle pas de ce. C'était Lotfi. Le colonel Lotfi. C'était le colonel. Oui, qui pose également, son histoire également, pose un problème de moralité historique et de vérité. Et le colonel Chabani qui avait été fusillé. Qui a été fusillé par justement sur instruction du groupe Boumedienne, Chadli à l'époque, etc. Exactement. Donc il se posait ce problème-là. Et cela montre bien cette hypothèse qu'il y avait un conflit, et qui n'était pas un conflit de pouvoir entre les colonels qui étaient à l'intérieur, survivants et dirigeants, et l'extérieur. C'était un conflit d'orientation du processus révolutionnaire. Comment le faire? Les colonels qui étaient sur le terrain s'étaient acclimatés à une situation de rapport très étroit avec les populations. Oui.
Les autres n'avaient pas ce rapport-là. Ils étaient complètement Même coupés. ceux qui étaient auparavant, avant, et qui s'étaient repliés à Tunis, ils ont perdu totalement cette culture de relations profondes aux masses auxquelles ils ont fait confiance à un moment. Mais là, c'est tu viens là. Oui. Sincèrement, 6 ans après la plateforme de l'Assouman, donc le congrès de l'Assouman, nous sommes déjà presque en 62. Oui. Tu viens là, tu es en train de confirmer, j'allais dire, l'idée centrale de la plateforme de l'Assouman, en l'occurrence la primauté du civil sur le militaire et de l'intérieur sur l'extérieur. On voit là 6 ans après le militaire qui voulait s'imposer par la force, et il l'a fait, et l'extérieur qui a incarné ce militaire également sur l'intérieur. Donc, on voit là, cela veut dire que l'idée, elle a bien vu, déjà en 56. Oui, mais elle était morte. Elle était déjà morte. Elle était déjà morte. En 57, elle était morte. Pourquoi déjà en 57? Tu ne penses pas avec l'assassinat de Abdel? Non. Parce qu'Abdel est sorti. Abdel qui prenait ça, lui-même est sorti. Il a fait sa valise, il est parti. Pourquoi ne sont-ils pas restés? Pourquoi ne... J'imagine mal. Tu me diras que peut-être le territoire n'est pas le même. Jamais les révolutionnaires chinois ou vietnamiens n'ont quitté leur territoire. Ils sont restés jusqu'au bout. Ceux qui sont morts sont morts, ceux qui sont battus sont battus. Mao Tse-tung a fait une longue marche de plusieurs milliers de kilomètres en Chine. Il n'a pas été en Mandchourie, il n'a pas été en Mongolie, il n'a pas été en Inde. C'est des processus révolutionnaires qu'il faut assumer jusqu'au bout. Donc peut-être que c'est cette même idée du processus révolutionnaire, c'est l'incarnation du projet lui-même, de la révolution, etc. Oui, oui. Est-ce que maintenant, parce que... Et la raison, oui. et l'histoire va donner raison au colonel de l'intérieur. Pourquoi? Parce que quand Ben Bella prend le pouvoir, Ben Bella est phagocyté par Nasser. Ça, Boudiaf le dit sans embâche. Il a dit l'agent de Nasser, c'est Ben Bella. Je lui ai entendu dire plusieurs fois. À tort ou à raison, moi je n'ai pas de jugement à faire. J'exprime un jugement qui est un témoignage de quelqu'un qui a connu Ben Bella pour avoir été en prison avec lui pendant des années. Mais ils ne se parlaient pas du tout. D'après les informations, ni Aït Ahmed, ni Ben Bella, ni Boudiaf, ni Bitat, etc. et les autres ne se parlaient. Mais ce n'est pas possible. On voit là des leaders d'une grande révolution qui ne se parlaient même pas et qui passaient leur temps à se marier. C'est la seule matérialisation du projet Bandung des non-alignés. C'est-à-dire Kouloua Fija. Ah. C'est le non-aligné. Kouloua Fija. Est-ce que c'est dû à leur structure psychologique, leur structure mentale? Est-ce que c'est dû à des humeurs? Est-ce que c'est des enjeux? Parce qu'il était clair déjà qu'il n'y avait pas de conflit sur le plan des idées. Donc les conflits ne pouvaient être que des conflits personnels. Il y avait déjà en 1954, au moment de la constitution du comité révolutionnaire et de l'unité d'action, un conflit entre l'intérieur et l'extérieur. Déjà. Déjà. Les gens du CRUA considéraient qu'ils étaient les représentants légitimes de l'Algérie parce qu'ils ont constitué le noyau révolutionnaire en Algérie. Et ils considéraient la délégation du MTLD au Caire comme totalement extérieure parce qu'ils sont en rupture avec le MTLD. Ils sont en rupture avec tous les mouvements politiques. Mais ils avaient besoin de la délégation étrangère. Ils avaient besoin parce que il y a quand même 3 baroudeurs. Et il y avait des baroudeurs aussi. On oublie, c'est un type de l'os. Il y avait 3 baroudeurs. Ils ont pensé que ces types ayant été de l'os seraient davantage ouverts à leur démarche que les gens du comité central. Il fallait entendre Boudiaf parler des gens du comité central. Tous sans exception. Je ne veux pas citer des noms ni rapporter des faits. J'espère qu'un jour, l'Algérie réclamera à Rachid Karim les archives du PRS, parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. Et qui sont à mes yeux aussi importantes que les archives que détient la France sur l'Algérie. Parce qu'il y a toute une histoire de la guerre de libération nationale vue et analysée par un protagoniste de premier plan.
Et elles existent. Mhm. C'est des centaines d'heures, des milliers d'heures d'enregistrement où Boudiaf parle de ce qui s'est passé, rapporte ce qui s'est passé, les questions qui lui ont été posées par des militants, les réponses qu'il a données. Et tout ça, il y a un individu qui consigne tout ça en France, peut-être même qu'il a dû donner ça au service français. Oui, oui. Maintenant, il y a un élément que je voudrais, parce que nous entamons maintenant l'indépendance nationale et nous essayons de comprendre un certain nombre de choix qui étaient en fait imposés. C'est-à-dire c'est des choix qui écartaient complètement la volonté populaire, qui avaient écarté ceux qui ont fait le mouvement national, ceux qui ont fait réellement la guerre de libération nationale, en dehors bien sûr de ceux qui sont morts, c'est-à-dire qui ont trahi le sang des shuhada, comme le dirait un Farhat Abbas. Quel a été, dans cette période, le rôle des intellectuels? Avant d'y arriver, je voudrais continuer sur l'idée que j'avais avancée tout à l'heure pour montrer cette particularité de la culture algérienne, c'est la culture du parrainage. Un parrainage presque de droit, alors qu'il n'est pas un parrainage de droit. Quand l'armée des frontières est rentrée, on sait comment ça s'est passé. Souvent, ça s'est passé de manière violente, en tout cas dans ma région, puisque je peux le dire, j'étais à Ain Baïda en l'été 62, et à Ain Baïda en l'été 62, et les témoins existent encore, et les gens sont encore vivants. Tahazberi nous a imposé le premier couvre-feu de l'indépendance algérienne. En 62 En 62, en été 62. Il a imposé un couvre-feu à la population, à telle enseigne que la population de Ain lui a dit, puisque tu nous imposes le couvre-feu, tu vas faire manger tes troupes dehors, ailleurs. Personne n'a donné à manger à ses troupes. Personne. Et les militants du l'ALN, de l'intérieur, qui étaient sur place, ne voulaient pas le voir. Ne voulaient pas voir Tahazberi. Parce qu'il y a eu un véritable coup de force et les gens n'étaient pas prêts de l'accepter. Ça, c'est un petit détail. Je pense que c'est valable pour toute l'Algérie parce qu'il y avait déjà deux gouvernements, une guerre presque civile à Alger. Oui. Je ne sais pas si ça s'est passé de la même façon. Toujours est-il qu'à la fin du mois de septembre 1962, il y a eu les événements de Constantine. Puisqu'il y a eu un coup de force de l'armée, de l'ANP, contre le commandement de la Wilaya 2 qui se trouvait à ce moment-là à Constantine avec Amir Salah et le colonel Arabi, le commandant Arabi. Ça c'est connu. Au moment de l'arrestation de Boudiaf sur ordre de Boudoulah quand il a été arrêté et transféré dès la fin de 62 à Ain Safra. Donc il y avait tous ces éléments-là. Et ce que je voulais dire, c'était aussi bien l'ANP qui est entrée de manière violente, mais les anciens colonels des régions qui sont sortis, qui sont allés en Tunisie. Quand ils sont revenus pour être maîtres dans les anciennes wilayas où ils étaient. C'est-à-dire reprendre leur poste. Reprendre leur poste comme si c'était... Et ça montre la mentalité de cadre et non pas la mentalité élitiste dont on parlait. Tahazberi revient à la wilaya 1 qu'il considère comme la sienne, faisant comme si Haj Lakhbar et Yahyaoui comptaient pour des prunes. Ali Kafi revient à la wilaya 2, essaye donc de déboulonner Central. Karim Qasim revient à la wilaya 3 comme s'il était le maître. Et ça crée des tensions, ça crée des problèmes, et ça a failli à ce moment-là. C'est ce qui a permis à Abbas de trouver cette formule qui peut-être un peu a été provocatrice et incitatrice à la sagesse. Il a dit non à la congolisation de l'Algérie. Oui, c'est effectivement. À cette époque. Non à la congolisation parce qu'il voyait les choses aller dans ce sens.